Je m'appelle Élise Charpentier. J'ai 34 ans. Et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais que ma vie était toute tracée. J'avais un fiancé avec qui j'étais depuis 4 ans. Un homme en qui j'avais assez confiance pour planifier un avenir. Un mariage prévu pour juin prochain dans un vignoble à 2 heures de Paris. Des guirlandes lumineuses, l'air de fin d'été, des vœux manuscrits déjà à moitié terminés dans l'application de notes de mon téléphone. Nous avions un compte épargne commun avec un peu plus de 41 000 € destinés à un apport immobilier. Des week-ends passés à conduire à travers les quartiers, à débattre des couleurs de peinture, à nous disputer pour rire sur le fait de savoir si nous étions des gens à chiens ou si nous faisions juste semblant. Je croyais que nous construisions quelque chose de solide, d'équilibré, de mutuel. J'avais tort. En regardant en arrière maintenant, je peux voir les micro-fissures, celles qu'on ignore quand l'amour semble assez familier pour être confondu avec la sécurité. Sa mère ne m'a jamais aimé. Elle était polie de cette manière qui laisse des bleus. Des questions tranchantes masquées en curiosité. De longues pauses après mes réponses, comme si elle évaluait un achat dont elle n'était pas sûre qu'il valait le prix. « Qu'est-ce que vous faites, déjà » demandait-elle à chaque fois, comme si la réponse pouvait changer. Quand je lui parlais de mon travail, elle hochait lentement la tête, les lèvres serrées, les yeux dérivant déjà ailleurs. Mon fiancé, Thomas, balayait toujours ça d'un revers de main. « Elle est juste protectrice », disait-il. Elle finit par s'adoucir. 4 ans ont passé, elle ne l'a jamais fait. Les commentaires ont commencé à devenir plus tranchants après nos fiançailles. Oh, toujours locataire à ton âge. Eh bien, l'amour est important, mais la stabilité compte aussi. Tout le monde n'a pas besoin d'être ambitieux. Thomas riait maladroitement. Changeait de sujet. Ne disait jamais une seule fois, c'est inapproprié. Ne m'a jamais défendu une seule fois. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Que l'amour l'emportait sur l'inconfort. Que toutes les batailles ne méritaient pas d'être menées. Puis vint ce dimanche de début novembre. L'air vif, l'odeur de feu de bois, le dîner chez ses parents, poulet rôti, purée, haricots verts du jardin de sa mère. Je me sentais réellement pleine d'espoir. Le père de Thomas m'a interrogé sur mon travail et a écouté. Vraiment écouté. J'ai pensé, peut-être que c'est en train de changer. Après le dîner, la routine s'est déroulée comme toujours. Les hommes au salon, les femmes au rangement. 20 minutes plus tard, j'ai réalisé que j'avais laissé ma veste à l'étage dans la chambre d'amis. La porte du bureau était entr'ouverte quand je suis passé et c'est là que j'ai entendu sa voix. Je ne comprends simplement pas ce que tu lui trouves. Je me suis figé. Mon pied est resté en suspens au-dessus de la marche. Maman, s'il te plaît, a dit Thomas, fatigué. Pas ce soir. Elle n'est pas ambitieuse. Pas de relation familiale. Pas de réelle perspective. Tu te contentes de peu. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait me trahir. Elle me traite bien, a-t-il dit. Bien, ce n'est pas suffisant. Tu pourrais trouver mieux. Tu devrais trouver mieux. Il y eut une pause. Une longue pause. Et puis il a soupiré. Je sais, a-t-il dit doucement. Parfois, je me demande si tu as raison. Cette phrase n'a pas fait mal comme la trahison le fait dans les films. Elle n'a pas explosé. Elle s'est effondrée. Je n'ai pas attendu d'en entendre plus. Je suis descendu, j'ai attrapé ma veste sur le porte-manteau et je suis parti. J'ai dit à son père que je ne me sentais pas bien. Le temps que Thomas le remarque, je sortais déjà de l'allée, les mains tremblantes, la poitrine serrée, 4 années se détricotant derrière moi dans le rétroviseur. Quand je suis rentré, je me suis assise dans le noir sur le canapé que nous avions choisi ensemble, celui pour lequel nous nous étions disputés à propos du tissu pendant 3 heures. Il est rentré plus tard en fredonnant. « Et, tu te sens mieux ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé et j'ai prononcé les mots qui ont tout terminé. Ta mère pense que je ne suis pas à ta hauteur. Et pour la première fois depuis que je l'ai rencontré, il ne l'a pas nié. Il ne l'a pas nié. C'est la partie qui me tord encore l'estomac quand je me la repasse en boucle. La main de Thomas était à mi-chemin de la poignée du réfrigérateur comme s'il avait été sur le point d'attraper un soda, comme si c'était n'importe quelle autre soirée. Et quand j'ai dit, ta mère pense que je ne suis pas à ta hauteur. Ses doigts se sont figés en l'air. Son visage est devenu vide d'abord, pas confus, pas offensé, juste pris au piège comme quelqu'un qui se promenait avec un secret dans sa poche et réalisait qu'il avait déchiré le tissu.
Élise, a-t-il commencé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien fait de dramatique. J'ai juste demandé doucement. Est-ce que tu l'as dit? Il a dégluti. Ses yeux se sont baissés. Et ce silence m'a répondu avant que ses mots ne le fassent. Il a expiré fort, se frottant le front comme si c'était lui qui souffrait. Tu n'étais pas censé entendre ça. Cette phrase, tu n'étais pas censé entendre ça, a atterri comme une seconde trahison. Pas, je suis désolé de l'avoir dit. Pas, je n'aurais pas dû la laisser parler de toi comme ça. Juste tu n'étais pas censé me surprendre. Donc, c'est vrai, ai-je dit. Non. Il s'est avancé vers moi rapidement, paumes ouvertes comme s'il approchait un animal sauvage. Non, ce n'est pas comme ça. Tu ne comprends pas le contexte. Oh, je comprends le contexte, ai-je dit, ma voix stable d'une manière qui m'a surprise moi-même. Ta mère t'a dit que je n'étais pas assez bien, et au lieu d'y mettre un terme, tu as été d'accord. Je n'étais pas d'accord, a-t-il insisté trop vite. J'essayais de la faire arrêter. Tu sais comment elle est. Si j'argumente, elle monte en pression. Si je résiste, elle en rajoute. C'est plus facile de l'apaiser. Apaiser. C'était donc ce que j'étais. Un sacrifice offert pour garder la paix dans sa famille. Je me suis levé doucement. Mes jambes semblaient raides, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Donc tu m'as sacrifié, ai-je dit, pour éviter une conversation inconfortable. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Sa voix s'est brisée. Tu déformes tout, Élise. C'était un moment d'épuisement. Elle me poussait à bout. Je ne le pensais pas. Je l'ai regardé. J'ai vraiment regardé l'homme avec qui j'avais planifié un mariage. L'homme qui savait comment je prenais mon café, qui m'avait tenu dans ses bras les nuits où je ne pouvais pas dormir, qui avait embrassé mon front pendant que je travaillais tard. Et j'ai réalisé quelque chose d'écœurant. Il était possible pour lui de m'aimer et de ne quand même pas me choisir. Je t'ai soutenu quand tu as quitté ton travail l'année dernière, ai-je dit, les mots sortant comme une liste. Je ne pouvais pas m'empêcher de les énumérer. J'ai payé plus de loyer. Je ne me suis pas plainte quand tu essayais de te trouver. Je t'ai tenu quand ton oncle est mort. J'ai appris tes plats préférés, même si ta mère faisait semblant de détester ma cuisine quoi que je fasse. Il a tressailli. J'ai continué. Je suis allé à chaque événement familial et j'ai souri pendant que ta mère me traitait comme une invitée indésirable. J'ai écouté pendant qu'elle me posait des questions comme si elle interviewait une remplaçante. Il a secoué la tête, les yeux brillants. Arrête. Non, ai-je dit, et ce seul mot est sorti tranchant. Non, parce que maintenant j'ai besoin que tu répondes à une chose. Il a cligné des yeux. Quoi? J'ai pris une inspiration, et la question que je n'avais jamais osé poser a fini par faire surface. Simple, dévastatrice. Est-ce que tu me respectes? Il m'a fixé comme s'il ne s'était pas attendu à ça. Quel genre de question est-ce là, a-t-il chuchoté. Le genre auquel tu réponds, ai-je dit. Parce que l'amour sans respect est inutile. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Bien sûr que je te respecte. Mais sa voix ne semblait pas sûre. Elle ressemblait à quelqu'un répétant quelque chose qu'il pensait être censé croire. Je me suis approché, assez près pour voir le minuscule tressaillement de sa mâchoire. Quand est-ce que c'était, la dernière fois que tu m'as défendu face à elle? Ai-je demandé. La dernière fois que tu as dit, maman, tu n'as pas le droit de parler d'Élise comme ça? Ses yeux ont fui. Ma poitrine s'est serrée. Thomas, j'ai attendu. Cite une seule fois. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Rien n'est sorti. J'ai senti un calme étrange s'installer en moi. Pas de l'engourdissement, pas du choc, mais de la clarté. C'était comme si mon cœur avait finalement cessé d'essayer de négocier avec la réalité. C'est compliqué, a-t-il dit finalement, la voix basse. Tu ne comprends pas notre dynamique, j'ai laissé échapper un lent soupir. Non, ai-je dit. C'est simple. Soit tu protèges la personne que tu épouses, soit tu ne l'épouses pas, il s'est avancé de nouveau, la panique montant. Élise, s'il te plaît. Je t'aime. Vraiment. Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Ma mère est. Elle est dure.
Elle a toujours été dure. Mais je t'ai choisi. Je t'ai demandé en mariage. Tu m'as demandé? Ai-je répété doucement. Oui. Et je n'ai pas encore dit ce que je pensais. Qu'une demande en mariage ne signifiait rien si elle était offerte avec hésitation. Qu'une bague ne couvrait pas le manque de respect. Il a cherché mes mains. Je me suis reculé. C'est là que le masque a glissé juste un peu. Sa voix s'est durcie. Et alors? Tu vas jeter 4 ans parce que ma mère a trop parlé? Je l'ai regardé. Et c'était là. Pas du chagrin, pas de la peur, de l'irritation. Comme si j'étais déraisonnable, comme si j'étais un obstacle sur son chemin, pas sa partenaire. Tu le fais encore, ai-je dit. Faire quoi? Minimiser, ai-je dit. Dire qu'elle a trop parlé comme si ce n'était rien. Comme si ça n'avait pas d'importance que tu les laissais faire. Comme si ça n'avait pas d'importance que tu aies été d'accord. Je n'étais pas d'accord, a-t-il claqué, puis il s'est repris. Je ne l'étais pas, Élise. J'étais fatigué. Elle muse. Parfois c'est plus facile de juste. Quoi? Ai-je demandé, la voix dangereusement calme. Juste la laisser me déchirer pour qu'elle ne tourne pas ses griffes vers toi. Les larmes ont coulé sur son visage alors, soudaines et désordonnées. Il détestait pleurer. Il avait toujours détesté ça. Il aimait le contrôle. S'il te plaît, a-t-il dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. Je fixerai des limites. Je le jure. La façon dont il l'a dit, je fixerai des limites. Comme si les limites étaient un cadeau qu'il pouvait choisir de me faire. Après 4 ans à ne pas me protéger du tout, j'ai hoché la tête lentement. D'accord, ai-je dit. L'espoir a brillé dans ses yeux si vite que c'était presque douloureux à regarder. D'accord, a-t-il répété, s'accrochant au mot comme à une bouée de sauvetage. Je l'ai regardé et j'ai continué, appelle ta mère. Son sourire a vacillé. Quoi? Tout de suite, ai-je dit. Mets-la sur haut-parleur. Dis-lui qu'elle a tort à mon sujet. Dis-lui qu'elle n'a pas le droit de me manquer de respect. Dis-lui que tu es fier de m'épouser. Et si elle ne peut pas accepter ça, elle ne fera pas partie de nos vies. Il a cligné des yeux forts. Élise, non, ai-je dit. C'est le moment. Parce que si tu penses ce que tu dis, tu le feras. Sa bouche s'est ouverte. Fermée. Il a semblé soudainement coincé, comme si je lui avais demandé de faire quelque chose d'impossible. Je ne peux pas faire ça maintenant, a-t-il dit, d'une petite voix. J'ai senti quelque chose en moi devenir complètement immobile. Tu ne peux pas, ai-je répété. Il est tard. Ce n'est pas une question d'heure, ai-je coupé. C'est une question de toi choisissant ton confort plutôt que moi, encore une fois. Ses larmes se sont arrêtées aussi vite qu'elles avaient commencé. Son visage s'est durci. Tu es dramatique, a-t-il dit presque froidement. Tu transformes ça en un grand test. C'est un test, ai-je dit doucement. Parce que le mariage est un test. La vie est un test, et tu viens d'échouer à la seule question qui comptait. Il m'a fixé comme s'il ne pouvait pas croire que je tenais bon. Puis il a essayé un dernier angle, la voix basse, teintée de culpabilité. Tu vas vraiment partir? A-t-il demandé. Après tout ça, pour quelque chose que ma mère a dit. J'ai reculé et attrapé un sac de sport dans le placard. Je n'ai pas fait mes bagages avec soin. J'ai fait mes bagages comme quelqu'un qui essaie de ne pas s'effondrer. Il m'a suivi dans la chambre, parlant vite maintenant. On a versé des acomptes. On a les invitations prêtes. On a une date. Élise, tu ne peux pas juste. Je peux, ai-je dit en fermant le sac. Et je le fais. Il a attrapé mon bras. Je me suis dégagé de nouveau. Je pouvais sentir mes mains trembler, mais ma voix est restée stable. Je ne me marie pas dans une famille où on attend de moi que je souris pendant qu'on me manque de respect, ai-je dit. Et je n'épouse pas un homme qui pense qu'apaiser sa mère vaut la peine de me sacrifier. Il a chuchoté mon nom comme un avertissement. Élise. Je me suis tourné vers la porte et je l'ai dit. La phrase qui a mis fin à la version de nous qu'il pensait encore contrôler. Tu n'as plus besoin de te contenter de peu, Thomas. Son visage est devenu pâle parce qu'il a compris ce que cela signifiait. Je suis sorti et pour la première fois en 4 ans,
je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas pleuré quand je suis arrivé à l'appartement de mon ami. Ça m'a surprise. J'avais toujours imaginé le chagrin d'amour comme quelque chose de bruyant, des sanglots, des tremblements, un effondrement. Au lieu de cela, c'était chirurgical, propre, comme si quelque chose m'avait été retiré avant que j'aie le temps de protester. Mon amie Manon a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a pas posé de questions. Elle m'a tendu un verre de vin, a montré le canapé et a laissé le silence faire ce qu'il avait besoin de faire. Quand j'ai finalement parlé, tout est sorti en un flot continu. Le bureau, la phrase, la pause, la façon dont il n'a pas pu passer l'appel. Manon écoutait, les bras croisés, la mâchoire serrée. Quand j'ai fini, elle n'a pas hésité. « Élise » a-t-elle dit. Ce n'était pas une erreur. C'était une révélation. J'ai fixé le plafond cette nuit-là, repassant des moments que j'avais autrefois écartés. La façon dont Thomas me présentait aux événements professionnels avec juste mon prénom. La façon dont il détournait les conversations de ma carrière quand ses amis posaient des questions. La façon dont il avait insisté pour que nous gardions nos finances principalement séparées même après les fiançailles. À l'époque, j'avais appelé ça de l'indépendance. Maintenant, ça ressemblait beaucoup à de la distance. Lundi matin, j'ai appelé un avocat. Nous l'avions utilisé une fois auparavant, il y a des années, quand Thomas et moi avons signé notre bail pour la première fois. J'ai expliqué la situation calmement, cliniquement. J'ai besoin de démêler mes finances de celles de mon fiancé, ai-je dit aussi rapidement et proprement que possible. Il n'a pas semblé surpris. Puisque vous n'êtes pas marié, a-t-il dit. C'est simple. Simple? Le mot semblait surréaliste étant donné que ma vie venait d'imploser. Il a tout souligné. Le compte épargne commun pouvait être divisé également. Le bail pouvait être modifié. Thomas gagnait plus qu'assez pour l'assumer seul. Les factures, les assurances, les abonnements partagés, faciles à séparer. Combien de temps? Ai-je demandé. Quelques jours, a-t-il dit. Si vous agissez vite, alors agissons vite. Mardi matin, je suis allé à la banque, la même banque où nous avions ouvert ce compte commun 2 ans plus tôt. La guichetière nous avait félicités, puis nous avait qualifiés de couple si intelligent. Je me suis assise en face d'une directrice et j'ai expliqué que je voulais retirer ma moitié et fermer le compte. Elle a hésité. Est-ce que votre fiancé est au courant? Je n'ai pas besoin de sa permission, ai-je dit poliment mais fermement. C'est un compte joint. Elle a hoché la tête et a traité la paperasse. 20 500 € transférés sur un nouveau compte à mon nom uniquement. J'aurais dû me sentir victorieuse. Au lieu de cela, je me sentais plus légère et plus triste en même temps. Prochain arrêt, le propriétaire. J'ai expliqué vaguement. Changement de relation. Restructuration des responsabilités. Il avait besoin de la signature de Thomas pour assumer l'entière responsabilité, mais il n'a pas posé de questions. Avec effet immédiat, a-t-il demandé. Oui, je l'ai regardé taper. Les factures ont suivi, puis l'assurance, puis le dossier cloud partagé, les documents du mariage, les acomptes, les listes d'invités. J'ai retiré mon nom de tout. Mardi soir, je m'étais effacé de chaque obligation partagée que nous avions. Je ne l'ai pas dit à Thomas. Je voulais voir combien de temps il lui faudrait pour le remarquer. Mercredi, le premier texto est arrivé. On peut parler? Tu me manques. Je l'ai regardé. Puis j'ai retourné mon téléphone face contre table. Jeudi, 4 appels manqués, 3 messages vocaux. Dans le dernier, sa voix s'est brisée. S'il te plaît, décroche. Je sais que j'ai merdé. On peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller. S'il te plaît, ne me ferme pas la porte. Je t'aime. Je les ai tous supprimés. Vendredi après-midi, mon téléphone a vibré avec une notification bancaire. Tentative d'accès refusée. Compte introuvable. 10 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé comme s'il était en feu. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Qu'est-ce que tu as fait? A exigé Thomas, la panique transpirant dans chaque mot. J'ai essayé de virer de l'argent pour l'acompte du mariage. Le compte a disparu. Il est fermé, ai-je dit calmement. J'ai retiré ma moitié. Tu recevras la tienne. Tu ne peux pas juste faire ça, a-t-il claqué. Et pour le bail?
Le propriétaire a dit que mon nom est le seul dessus maintenant. C'est le cas. Tu es en train de t'effacer de notre vie. J'ai fait une pause. Non, ai-je dit, je corrige une erreur. C'est de la folie, a-t-il dit. Tu fais une sorte de dépression. Je n'ai pas élevé la voix. Je pense clairement pour la première fois depuis des mois, ai-je répondu. Tu as dit à ta mère que tu te contentais de peu avec moi, alors je te facilite la tâche. Tu n'as plus besoin de te contenter de peu. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il insisté. Tu déformes tout. Vraiment? Ai-je demandé. Alors prouve-le. Il y a eu une pause. Appelle ta mère, ai-je dit. Mets-la sur haut-parleur. Dis-lui qu'elle a tort à mon sujet. Dis-lui que tu ne toléreras plus son manque de respect. Silence. 5 secondes. 10, 15. J'ai souri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était définitif. C'est ce que je pensais, ai-je dit, et j'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur toutes les plateformes, j'ai envoyé des textos aux amis communs pour demander de l'espace et du silence. Samedi matin, Manon m'a raconté ce qu'elle avait entendu par la bande. Thomas était allé chez ses parents en pleine crise d'hystérie. Sa mère l'avait réconforté, lui avait dit que j'avais montré mon vrai visage, lui avait dit qu'elle avait eu raison à mon sujet depuis le début, et il l'avait cru. C'est là que j'ai su. Je n'avais pas surréagi. Je m'étais échappé. Le lundi matin, le silence semblait intentionnel, pas vide, contenu. Le genre de calme qui vient après qu'une porte se ferme pour de bon. J'ai revu mon avocat, cette fois pour rendre tout officiel. Pas émotionnel, pas symbolique, juste des faits propres et indéniables sur papier. Il a rédigé la lettre pendant que j'étais assise en face de lui, les mains croisées, la posture assez calme pour qu'il lève les yeux une fois et demande « Vous tenez le coup ?» Oui, ai-je dit honnêtement. La lettre était clinique. Elle exposait la séparation financière dans un langage précis, confirmait la clôture du compte d'épargne commun, détaillait le montant exact que j'avais retiré au centime près, documentait que j'avais payé ma part de chaque acompte lié au mariage, clarifiait que je n'avais plus aucune obligation financière ou légale envers Thomas. Pas d'accusation, pas d'insulte, pas d'émotion, juste la réalité. Je l'enverrai en recommandé avec accusé de réception, a dit l'avocat. Signature requise. S'il vous plaît, faites-le. Mardi matin, je l'ai suivi en ligne. En cours de livraison. Je ne me sentais pas nerveuse. Si quelque chose, je me sentais détachée, comme si je m'étais déjà assez éloignée pour que quoi qu'il arrive ensuite, ça ne puisse pas m'atteindre. À 14h47, le statut a changé. Livré, signé. J'ai imaginé la scène sans essayer. Thomas chez ses parents, parce que bien sûr qu'il y était, sa mère à proximité, planant autour, l'enveloppe placée dans ses mains comme quelque chose d'insignifiant. À 15h15, mon journal d'appels bloqué s'est allumé avec des numéros inconnus. 5 appels en 10 minutes. Je les ai tous ignorés. À 15h30, un email est passé. Une adresse que j'avais oublié de bloquer. Objet, s'il te plaît. Je l'ai supprimé sans l'ouvrir. Ce soir-là, Manon s'est assise à côté de moi sur le canapé, faisant défiler son téléphone avec un regard qui me disait que quelque chose avait déjà mal tourné ailleurs. Tu ne vas pas aimer ça, a-t-elle dit. Je ne pense pas que ça m'importe, ai-je répondu. Elle a expiré. Apparemment, Thomas a ouvert la lettre devant sa mère. Je suis restée silencieuse. Manon a continué, d'après ce que j'ai entendu, elle a commencé à le rassurer, disant « Tu faisais juste un caprice, que tu reviendrais en rampant une fois que tu réaliserais que tu ne pouvais pas trouver mieux. » J'ai fermé les yeux, pas de douleur, mais de reconnaissance. Ça lui ressemblait exactement. Puis, Manon a dit lentement, il est arrivé à la 3e page, le détail par poste, la confirmation que tout était définitif, que je n'avais pas agi impulsivement, que j'avais planifié. C'est là qu'il a craqué, a dit Manon. Selon l'histoire, transmise par des cousins, des amis, des récits à demi chuchotés, Thomas n'a pas pleuré. Il a hurlé sur sa mère. Il l'a accusé de lui empoisonner l'esprit, de me démolir jusqu'à ce que le doute semble plus sûr que la loyauté. De l'avoir convaincu qu'il pouvait trouver mieux, jusqu'à ce qu'il le croie. Elle a essayé de le calmer, a dit Manon. Lui a dit que je n'étais jamais faite pour lui de toute façon. Et j'ai demandé, et il lui a dit qu'elle avait gâché sa vie.
J'ai laissé échapper un lent soupir. Ils se sont battus pendant plus d'1 heure. Des voix élevées, des portes claquées, des années de ressentiment explosant tout à coup. Ça s'est terminé avec Thomas sortant de la maison en trombe et ne répondant pas à ses appels par la suite. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. J'ai ressenti une confirmation. Mercredi matin, mon avocat a transféré la confirmation que tous les documents avaient été finalisés. Fait. Ce même jour, j'ai signé le bail d'un petit 2 pièces à l'autre bout de la ville. Ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Pas d'histoire, pas de compromis, pas les attentes de quelqu'un d'autre incrustées dans les murs. À la fin de la semaine, j'ai entendu dire que le mariage avait été reporté indéfiniment. Les gens ont compris ce que cela signifiait. Des amis m'ont contacté, certains s'excusant, certains maladroits, certains discrètement encourageants. Une des amies de Thomas m'a serré dans ses bras dans l'allée du supermarché et a chuchoté « On a toujours pensé que tu étais la bonne ». Je l'ai remerciée et j'ai continué à marcher. Je n'ai pas demandé comment allait Thomas. Je n'en avais pas besoin. L'enveloppe avait fait son travail, pas comme une vengeance, comme une clarté. 3 semaines plus tard, j'étais assise sur le sol de mon nouvel appartement, entouré de cartons à moitié déballés et de l'odeur de peinture fraîche. J'avais choisi la couleur moi-même, un blanc doux et chaud qui captait la lumière de l'après-midi au lieu de la vallée. Le silence ici semblait différent, pas solitaire, honnête. Je n'avais pas encore de canapé, alors j'ai mangé des plats à emporter par terre et je ne me suis excusé auprès de personne pour ça. Je n'avais pas à négocier quoi regarder, quoi cuisiner, jusqu'à quelle heure rester debout. Il n'y avait pas de tension en arrière-plan, pas de public invisible jugeant mes choix. Juste moi. J'ai entendu par Manon, toujours par Manon, que Thomas avait officiellement annulé le mariage. Pas reporté, annulé. Des messages avaient été envoyés aux invités expliquant qu'il y avait des complications imprévues. La plupart des gens ont lu entre les lignes. Apparemment, son cercle social avait changé du jour au lendemain. Des amis qui m'avaient autrefois souri poliment gardaient maintenant leur distance avec lui. Pas cruellement, juste de façon notable. Sa mère, en revanche, était furieuse. Furieuse que les voisins chuchotent. Furieuse que son image de succès soigneusement organisée se soit fissurée. Furieuse que son fils soit célibataire à 32 ans, et selon ses mots, est déraillé. Elle racontait à qui voulait l'entendre que j'étais le problème, que j'avais été contrôlante, que je l'avais abandonnée émotionnellement, qu'elle était soulagée que nous ne nous soyons pas mariés parce que qui sait quel genre de femme j'aurais été. Je l'ai laissé parler. Les gens qui comptaient connaissaient déjà la vérité. Quant à Thomas, je ne savais pas ce qu'il faisait. Je n'ai pas vérifié ses réseaux sociaux, je ne suis pas passé devant l'ancien appartement, je n'ai pas demandé de nouvelles aux amis communs. Cette version de ma vie était scellée. Ce qui m'a le plus surprise, c'était ceci. Il ne me manquait pas. L'idée de nous me manquait, le futur que j'avais imaginé, la version de lui que j'avais espéré voir me choisir sans hésitation. Mais l'homme réel, celui qui a fait une pause au lieu de me défendre, je ne voulais pas qu'il revienne. Cette lettre que j'ai envoyée, ce n'était pas pour le punir. C'était pour m'assurer qu'il comprenne en termes clairs, légaux et indéniables exactement ce qu'il avait perdu. Pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que je refusais de partir calmement et de me laisser réécrire comme étant le problème. Je n'étais pas en dessous de lui. J'avais juste fini d'être traité comme si je l'étais. J'ai rejoint un cours de boxe les mardis et jeudis. Il s'avère que frapper quelque chose aide quand on a passé des années à absorber les coups silencieusement. J'ai recommencé à lire. J'ai repris contact avec des amis dont je m'étais éloigné. J'ai réappris ce que ça faisait de faire des choix sans les expliquer. J'ai 34 ans. Je suis célibataire et je recommence à zéro. Pas parce que j'ai échoué, mais parce que j'ai enfin arrêté de me contenter de quelqu'un qui pensait que m'aimer était quelque chose qu'il devait justifier. Et honnêtement, je ne me suis jamais senti plus libre.